James Webb, des galaxies trop vieilles pour l'âge de l'univers. Imaginez une lumière très ancienne, une lumière qui n'a pas voyagé pendant quelques années, ni pendant quelques siècles, ni même pendant quelques millions d'années. Imaginez une lumière qui traverse l'espace depuis plus de 13 milliards d'années. Elle a quitté sa galaxie quand la Terre n'existait pas encore, quand le Soleil n'existait pas, quand notre Voie lactée n'avait pas encore son visage actuel, quand l'univers lui-même était encore jeune, chaud, trouble, presque méconnaissable. Et pendant tout ce temps, cette lumière a continué. Elle a traversé l'obscurité. Elle a été étirée par l'expansion de l'espace. Elle a changé de couleur. Elle est devenue de plus en plus rouge, puis invisible pour nos yeux. Et un jour, très récemment, elle est arrivée jusqu'à un miroir doré, très loin au-dessus de la Terre. Ce miroir appartient au télescope spatial James Webb, un instrument construit pour voir ce que nos yeux ne peuvent pas voir, pour regarder dans l'infrarouge, pour recevoir des lumières si anciennes qu'elles ressemblent presque à des murmures du commencement. Depuis que James Webb observe le ciel, une question étrange revient souvent, non pas dans le calme des manuels, mais dans les articles, les discussions, les titres parfois trop rapides. Et si certaines galaxies étaient apparues trop tôt? Et si l'univers, alors qu'il n'avait que quelques centaines de millions d'années, contenait déjà des galaxies trop brillantes, trop organisées, presque trop mûres? Est-ce que cela signifie que l'âge de l'univers est faux? Est-ce que quelque chose ne va pas dans notre manière de mesurer le temps cosmique? Ou bien est-ce que nous découvrons simplement que l'enfance de l'univers a été beaucoup plus intense, plus rapide, plus complexe que nous ne l'imaginions? Ce soir, nous allons avancer doucement dans cette question. Nous n'allons pas chercher une réponse spectaculaire. Nous n'allons pas dire que tout est renversé. Nous n'allons pas transformer James Webb en machine à détruire toute la cosmologie. Ce serait trop simple et probablement faux. Mais nous allons regarder ce que ces images ont vraiment changé. Nous allons parler de galaxies nées très tôt, de lumière venue d'un temps où l'univers était encore presque un enfant, de trous noirs qui peuvent tromper nos estimations, de gaz, de poussière, d'étoiles, d'oxygène, et de ce moment très délicat où la science ne dit pas encore « nous savons ». Elle dit plutôt « il y a ici quelque chose que nous devons mieux comprendre ». Installez-vous confortablement. Laissons la nuit devenir plus vaste. Et remontons lentement vers une lumière venue presque du commencement. Voir loin, c'est voir jeune. La première idée à garder en tête est simple. Dans l'univers, regarder loin, c'est regarder dans le passé. Ce n'est pas une image poétique. C'est une conséquence directe de la vitesse de la lumière. La lumière va très vite. Si vite qu'à notre échelle humaine, elle semble presque instantanée. Quand vous allumez une lampe dans une pièce, vous ne sentez pas vraiment le temps que met la lumière pour atteindre le mur. Quand vous regardez la Lune, vous ne pensez pas forcément que vous la voyez avec un peu plus d'une seconde de retard. Et pourtant, c'est le cas. La lumière de la Lune met un peu plus d'une seconde pour nous parvenir. La lumière du Soleil met environ 8 minutes. Cela veut dire que le Soleil que nous voyons n'est jamais exactement le Soleil de cet instant. C'est le Soleil d'il y a 8 minutes. Ce décalage est minuscule pour la vie quotidienne, mais à l'échelle des étoiles et des galaxies, il devient vertigineux. Quand nous regardons une étoile située à 1000 années-lumière, nous la voyons telle qu'elle était il y a 1000 ans. Quand nous regardons une galaxie située à des millions, puis à des milliards d'années-lumière, nous regardons une époque très ancienne. Le ciel devient alors une sorte d'archive, pas une archive rangée dans un bâtiment, pas un livre avec des pages, une archive faite de lumière. Chaque direction du ciel contient des messages partis à des moments différents. Plus un objet est lointain, plus son message est ancien. Et plus nous construisons de grands télescopes, plus nous pouvons lire des pages reculées. Le télescope spatial Hubble nous avait déjà offert des images profondes de l'univers, des champs remplis de galaxies,
des milliers de petites formes colorées, chacune étant parfois une galaxie entière. Mais Hubble voyait surtout dans la lumière visible et l'ultraviolet proche. Or, pour observer les premières galaxies, il faut souvent aller plus loin. La raison tient à l'expansion de l'univers. Quand la lumière voyage pendant des milliards d'années, l'espace lui-même s'étire. Et en s'étirant, il étire aussi la longueur d'onde de cette lumière. Une lumière qui était peut-être ultraviolette au moment de son émission devient visible, puis infrarouge, en arrivant jusqu'à nous. C'est ce que les astronomes appellent le décalage vers le rouge. Plus ce décalage est grand, plus la lumière vient en général d'une époque ancienne. James Webb a été conçu précisément pour cela. Il ne regarde pas seulement plus loin parce que son miroir est grand. Il regarde plus loin parce qu'il est très sensible à l'infrarouge. Il peut recevoir une lumière étirée par l'expansion cosmique. Des lumières qui ont quitté leur source quand l'univers n'avait pas encore 1 milliard d'années. Parfois même quand il n'avait que quelques centaines de millions d'années. À notre échelle, quelques centaines de millions d'années semblent immenses. Mais pour l'univers, dont l'âge est d'environ 13 800 millions d'années, c'est très jeune. C'est comme regarder une personne âgée de 80 ans, puis retrouver une photographie d'elle quand elle avait à peine 2 ans. On ne s'attend pas à voir le même visage. On ne s'attend pas à voir la même structure. On ne s'attend pas à voir une maturité complète. C'est pour cela que les premières observations de James Webb ont autant troublé les astronomes. Sur certaines images, dans certaines mesures, des galaxies très anciennes semblaient déjà étonnamment brillantes, comme si sur une photographie de bébé on distinguait déjà des traits d'adultes. Pas au point de conclure que l'âge de la personne est faux, mais assez pour se demander qu'est-ce qui s'est passé si vite. Ce que l'on attendait du jeune univers pour comprendre la surprise, il faut imaginer le début de l'histoire. Après le Big Bang, l'univers n'a pas immédiatement ressemblé au ciel rempli d'étoiles que nous connaissons. Il était très chaud, très dense, rempli de particules, de rayonnements, d'un plasma qui ne laissait pas la lumière circuler librement. Puis il s'est dilaté, il s'est refroidi. À un certain moment, les électrons et les noyaux ont pu s'assembler pour former des atomes neutres, surtout de l'hydrogène et de l'hélium. La lumière a alors pu voyager. C'est de cette époque que vient le rayonnement fossile, une sorte de faible lueur de fond qui remplit encore l'univers. Mais après cela, il y a eu une longue période plus obscure. Pas obscure parce qu'il n'y avait rien, mais obscure parce que les étoiles n'étaient pas encore nombreuses. La matière devait se rassembler. Les petites irrégularités de densité devaient attirer davantage de matière. La gravité devait travailler lentement, silencieusement. Des nuages de gaz ont commencé à se contracter. Les premières étoiles se sont allumées. Puis les premières petites galaxies se sont formées. Dans l'image classique, cette montée en complexité prend du temps. Il faut du temps pour que le gaz tombe dans les premiers halos de matière noire. Du temps pour que les étoiles naissent. Du temps pour qu'elles brillent, explosent, enrichissent leur environnement en éléments plus lourds. Du temps pour que les petites structures fusionnent et deviennent des galaxies plus grandes. Bien sûr, les astronomes savaient déjà que l'univers jeune pouvait être actif. Il n'était pas calme, il n'était pas vide. Il n'attendait pas doucement avant de commencer son travail. Mais il y avait quand même des attentes, des modèles numériques, des simulations, des calculs sur la manière dont la matière pouvait s'accumuler. Et ces modèles ne disaient pas tous la même chose. Ils avaient des marges d'incertitude. Ils dépendaient de nombreux paramètres. Mais une idée générale semblait raisonnable. Plus on regarde tôt, plus les galaxies devraient être petites, irrégulières, peu massives, encore en construction. Puis, James Webb a ouvert une fenêtre plus profonde. Et derrière cette fenêtre, certaines galaxies avaient l'air plus lumineuses que prévu. Pas tout c'est naturel, pas de manière uniforme, mais assez souvent pour que la question devienne sérieuse. Comment l'univers a-t-il pu fabriquer autant de lumière si tôt ?
Est-ce que les galaxies étaient vraiment plus massives que prévu? Ou seulement plus brillantes? Est-ce que les premières étoiles se formaient avec une efficacité différente? Est-ce que la poussière nous trompait? Est-ce que des trous noirs cachés ajoutaient de la lumière? On voit ici la différence entre une révolution et une énigme. Une révolution dit « le cadre entier est faux ». Une énigme dit « dans le cadre, quelque chose ne se comporte pas comme prévu ». Pour l'instant, les observations de James Webb ressemblent davantage à une énigme profonde qu'à une destruction complète de notre compréhension du cosmos. Mais une énigme peut être très puissante. Elle oblige à regarder mieux, à mesurer plus finement, à retirer les illusions possibles, à demander ce que signifie vraiment une image. Car dans l'univers lointain, une image n'est jamais seulement une image, c'est une traduction. Et chaque traduction peut contenir des pièges. Le piège de la lumière, elle doit contenir énormément d'étoiles. Et si elle contient énormément d'étoiles, elle doit avoir eu le temps de fabriquer une grande masse stellaire. Et si elle a eu le temps de fabriquer toute cette masse, alors peut-être que l'univers est plus vieux que prévu. Cette chaîne d'idées est compréhensible, mais elle est dangereuse si on la parcourt trop vite. La lumière d'une galaxie ne nous donne pas directement sa masse. Elle nous donne une information à interpréter. Une galaxie peut être brillante parce qu'elle contient beaucoup d'étoiles, mais elle peut aussi être brillante parce que ces étoiles sont très jeunes, très chaudes, très lumineuses. Une petite population d'étoiles massives peut produire une quantité énorme de lumière pendant une période courte. C'est un peu comme un feu de paille, très lumineux, très intense, mais pas forcément très massif. Il y a aussi la poussière. La poussière cosmique peut absorber certaines longueurs d'onde, en réémettre d'autres, modifier les couleurs que nous observons. Elle peut rendre une galaxie plus rouge. Et ce rouge peut parfois être interprété de plusieurs façons. Est-ce une galaxie très lointaine? Est-ce une galaxie moins lointaine mais poussiéreuse? Est-ce une population d'étoiles vieilles? Est-ce un effet de l'activité au centre? C'est pour cela que les astronomes ne se contentent pas d'une photographie. Ils veulent des spectres. Un spectre, c'est comme décomposer la lumière. Au lieu de voir seulement une tache, on regarde les signatures précises présentes dans cette lumière. Certaines raies d'émission ou d'absorption permettent d'estimer le décalage vers le rouge. Elles permettent aussi de comprendre la composition chimique, l'état du gaz, parfois la présence d'une activité intense. La photométrie, c'est-à-dire l'étude de la luminosité dans différents filtres, peut donner de très bons candidats. Mais la spectroscopie apporte souvent une confirmation plus solide. Dans les premières semaines et les premiers mois des observations de James Webb, certaines annonces étaient basées sur des candidats photométriques. Certains semblaient extraordinairement anciens, peut-être trop anciens. Puis, avec des mesures plus précises, certains objets ont été réinterprétés. Certains étaient moins lointains que prévu, certains étaient moins massifs. Certains étaient peut-être contaminés par une source de lumière centrale. Ce n'est pas un échec. C'est la science en train de respirer. Une première mesure ouvre une possibilité. Une seconde mesure la confirme, la corrige ou la referme. Le problème est que dans l'espace public, on entend souvent seulement la première partie. On entend « James Webb a trouvé des galaxies impossibles ». Puis on entend moins fort « Après analyse, elles ne sont peut-être pas impossibles, mais elles restent très intéressantes ». Pourtant, c'est souvent dans cette deuxième phrase que se trouve la vraie science. Pas dans le choc, mais dans l'ajustement. Pas dans l'annonce que tout s'effondre, mais dans la patience de comprendre pourquoi quelque chose semblait s'effondrer. Des galaxies presque au bord du commencement. Parmi les objets qui ont attiré l'attention, certains noms reviennent souvent. Ils ne sont pas très poétiques au premier regard. Jades JSZ 140. GNZN 1 nom. Jades GSZN 3. 1. Ce sont des noms techniques. Des noms de catalogue,
des coordonnées déguisées en syllabes. Mais derrière ces noms, il y a des images extraordinaires. Prenons Jade SGSZ 140. Cette galaxie a été observée à une époque où l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Environ 290 millions d'années après le Big Bang, selon les mesures associées à son grand décalage vers le rouge. À l'échelle cosmique, c'est extrêmement tôt. Si l'histoire de l'univers était ramenée à une seule année, cette époque arriverait dans les premiers jours de janvier. Et pourtant, il y a déjà une galaxie visible. Pas seulement une minuscule étincelle sans histoire, une source assez brillante pour que James Webb puisse l'étudier. Ce genre d'objet pose une question très simple. Combien de temps faut-il vraiment pour former les premières galaxies visibles? Et cette question en cache plusieurs autres. Combien de gaz pouvaient tomber rapidement dans les premières structures? À quelle vitesse les premières étoiles pouvaient-elles naître? Les étoiles de la première génération étaient-elles plus massives, plus chaudes, plus efficaces pour produire de la lumière? Les premiers trous noirs ont-ils grandi plus vite que prévu? Il faut aussi se souvenir que nous ne voyons pas tout. Nous voyons ce qui est assez lumineux pour être détecté. Les premières galaxies faibles, petites, nombreuses, peuvent rester plus difficiles à observer. Ce que James Webb montre avec éclat, ce sont parfois les cas les plus visibles, les plus brillants, les plus chanceux pour nous. Et dans une population, les objets les plus brillants ne racontent pas toujours la moyenne, ils racontent les extrêmes. Or, les extrêmes sont précieux, ils disent jusqu'où la nature peut aller. Ils forcent les modèles à expliquer non seulement ce qui arrive souvent, mais aussi ce qui arrive rarement. Si une galaxie très lumineuse apparaît très tôt, il ne suffit pas de dire « elle est rare ». Il faut encore comprendre comment elle a pu exister. La rareté n'efface pas le problème, elle le précise. Elle demande dans quelles conditions l'univers jeune pouvait-il accélérer ainsi. Le rôle discret des trous noirs. Dans l'imaginaire, les trous noirs appartiennent souvent à la fin des choses. Étoiles mortes, galaxies anciennes, centres sombres, fins silencieuses. Mais dans l'univers jeune, les trous noirs pourraient aussi avoir joué un rôle très tôt, et cela change notre manière de lire certaines galaxies. Un trou noir seul ne brille pas, mais lorsqu'il attire du gaz, ce gaz peut chauffer énormément en tombant vers lui. Il forme un disque d'accrétion. Il émet de la lumière, parfois une lumière très intense. Si un trou noir actif se trouve au centre d'une galaxie lointaine, il peut ajouter une part importante de luminosité. Alors, quand nous regardons cette galaxie depuis la Terre, nous pouvons croire qu'une grande quantité d'étoiles produit toute cette lumière. Mais une partie vient peut-être du trou noir. Dans ce cas, si l'on attribue trop de lumière aux étoiles, on surestime la masse stellaire. La galaxie peut alors paraître plus massive et plus mûre que ce que ces seules étoiles indiqueraient. C'est l'une des pistes qui ont aidé à calmer certaines tensions initiales. Pour quelques galaxies très précoces, des analyses ont suggéré que la contribution d'un trou noir actif pouvait expliquer une partie de la luminosité. Cela ne rend pas ces galaxies banales. Au contraire, si des trous noirs actifs existent très tôt, une autre question surgit aussitôt. Comment ces trous noirs eux-mêmes ont-ils grandi si vite? Un trou noir supermassif n'apparaît pas sans histoire. Il faut un germe, puis de la matière à avaler, puis du temps pour croître. À moins que les premiers germes aient été plus massifs que prévu, ou que la croissance ait été très rapide, ou que certains environnements du jeune univers aient été particulièrement favorables. On déplace donc parfois le mystère. On ne dit plus seulement « Comment une galaxie a-t-elle pu former autant d'étoiles si tôt ?» On dit aussi « Comment un trou noir central a-t-il pu devenir assez actif si tôt pour influencer nos mesures ?» La lumière de James Webb ne simplifie pas toujours l'histoire. Dans certaines galaxies, il n'y a peut-être pas seulement des étoiles jeunes. Il y a peut-être du gaz très chaud, des régions de formation stellaire intense, des noyaux actifs, des poussières.
des effets de perspective, des signatures qui se superposent, et l'astronome doit séparer tout cela, comme s'il en écoutait une musique très lointaine, enregistrée à travers un mur, et qu'il fallait distinguer le piano, la voix, le souffle du vent et le bruit de la pièce. James Webb nous donne une écoute plus fine. Mais plus l'écoute devient fine, plus on découvre que la musique était complexe. Le brouillard du jeune univers, il y a un autre élément important dans cette histoire. Le jeune univers n'était pas seulement rempli de galaxies en formation. Il était aussi traversé par un gaz qui pouvait bloquer certaines lumières. Après la formation des atomes neutres, l'univers était rempli d'hydrogène neutre. Cet hydrogène formait une sorte de brouillard cosmique. Pas un brouillard comme celui d'un matin d'hiver, pas des gouttelettes d'eau, mais une mer diffuse d'atomes capables d'absorber certaines lumières, en particulier dans l'ultraviolet. Puis, peu à peu, les premières étoiles et les premières galaxies ont émis assez de rayonnement pour ioniser ce gaz. Elles ont arraché les électrons aux atomes d'hydrogène. L'univers est devenu progressivement plus transparent. Cette période s'appelle la rayonisation. Elle est l'une des grandes transitions de l'histoire cosmique. Avant, l'univers était plus opaque à certaines longueurs d'onde. Après, il est devenu plus transparent. Mais cette transition n'a probablement pas eu lieu d'un seul coup. Elle a dû être irrégulière, par région, par bulle. Autour des premières galaxies, le rayonnement pouvait créer des zones plus transparentes. Entre ces zones, le gaz pouvait rester plus neutre. James Webb observe précisément des galaxies qui se trouvent parfois dans cette période délicate. C'est pour cela que certaines signatures lumineuses sont si intéressantes. Par exemple, la lumière appelée Lyman alpha. Elle est liée à l'hydrogène. Elle peut être très utile pour étudier les galaxies. Mais dans l'univers très jeune, on s'attend à ce qu'elle soit souvent absorbée ou fortement atténuée par l'hydrogène neutre environnant. Alors, quand une galaxie très lointaine montre une émission Lyman alpha étonnamment forte, la question devient: comment cette lumière a-t-elle réussi à sortir? La galaxie a-t-elle créé autour d'elle une bulle ionisée plus grande que prévu? Y avait-il des étoiles très massives, très chaudes, un noyau actif, une géométrie particulière du gaz? Ici encore, le mystère ne dit pas forcément que l'âge de l'univers est faux. Il dit que les premières sources lumineuses ont peut-être transformé leur environnement plus vite ou d'une manière plus inégale que nous ne le pensions. L'univers jeune n'était pas seulement un décor. Il réagissait. Les premières étoiles modifiaient le gaz. Les premières galaxies ouvraient des chemins à la lumière. Les premiers trous noirs, s'ils étaient actifs, pouvaient ajouter leur propre rayonnement. Et tout cela formait une sorte d'aube cosmique, une aube qui ne s'est pas levée partout au même moment, une aube en taches, en bulles, en régions claires et régions encore brumeuses. Quand James Webb regarde une galaxie à cette époque, il ne regarde pas seulement un objet. Il regarde aussi le brouillard autour d'elle, et parfois le brouillard semble déjà percé de zones plus transparentes que prévu. L'oxygène dans une galaxie trop jeune. Il existe une autre forme de surprise. Elle ne vient pas seulement de la luminosité, elle vient de la chimie. Au début, l'univers contenait surtout de l'hydrogène et de l'hélium. Les éléments plus lourds, comme l'oxygène, le carbone, le silicium, le fer, ne sont pas apparus en grande quantité dès le premier instant. Ils ont été fabriqués dans les étoiles. Les étoiles fusionnent des noyaux, elles transforment les éléments, puis, lorsqu'elles meurent, parfois dans des explosions violentes, elles répandent ces éléments dans l'espace. Chaque génération d'étoiles enrichit le gaz pour la génération suivante. C'est ainsi que la matière devient chimiquement plus complexe. Votre corps contient de l'oxygène, du carbone, du calcium, du fer. Ces éléments n'ont pas été fabriqués directement au début de l'univers. Ils ont une histoire stellaire. Alors, quand on détecte des indices d'oxygène dans une galaxie très précoce,
cela signifie qu'une partie de cette histoire a déjà eu lieu. Des étoiles ont dû naître, vivre, mourir, enrichir leur environnement, et tout cela dans un temps cosmique très court. Ce n'est pas impossible. Les étoiles massives vivent vite. Elles peuvent exploser après seulement quelques millions d'années. À l'échelle humaine, c'est immense. À l'échelle cosmique, c'est rapide. Mais la présence d'éléments plus lourds dans une galaxie très ancienne reste un indice important. Elle nous dit que l'univers jeune n'était pas seulement en train d'allumer ses premières lampes. Il commençait déjà à fabriquer une chimie plus riche. Il préparait déjà, très loin dans le futur, la possibilité des planètes rocheuses, de l'eau, de la poussière, peut-être de la vie. Bien sûr, il ne faut pas aller trop vite. Une trace d'oxygène ne veut pas dire qu'il y avait des planètes comme la Terre, ni des océans, ni des êtres vivants. Elle veut dire quelque chose de plus simple et plus profond. Les premières générations d'étoiles avaient déjà commencé à transformer la matière. Le jeune univers avait déjà des cicatrices d'étoiles mortes. Et cette idée est presque plus troublante que l'idée d'une galaxie brillante. Parce qu'une galaxie brillante peut être un effet de lumière. Mais une signature chimique raconte un processus. Elle raconte du temps vécu par la matière. Elle dit « quelque chose s'est allumé », a brûlé, puis a laissé des traces. Dans un univers encore très jeune, cela ressemble à une mémoire apparue trop tôt. Alors, l'âge de l'univers est-il faux? Arrivons maintenant à la question centrale. Si James Webb observe des galaxies si anciennes, si lumineuses, parfois si chimiquement surprenantes, faut-il revoir l'âge de l'univers? La réponse la plus honnête aujourd'hui est pas de cette manière. Il n'existe pas, à ce stade, de preuves solides montrant que l'âge de l'univers serait simplement faux. L'âge d'environ 13 800 millions d'années ne vient pas d'une seule observation. Il vient d'un ensemble cohérent de mesures, le rayonnement fossile, l'expansion de l'univers, la structure à grande échelle, les abondances des premiers éléments, les supernovae, les modèles cosmologiques testés de plusieurs façons. Bien sûr, la cosmologie n'est pas figée. Il existe des tensions, des débats, des mesures qui ne s'accordent pas toujours parfaitement, comme la tension autour de la constante de Hubble. La science du cosmos n'est pas un bloc sans fissure, mais les galaxies de James Webb, à elles seules, ne suffisent pas à dire « l'univers est beaucoup plus vieux ». Pourquoi? Parce qu'il existe plusieurs explications moins radicales. Peut-être que les premières étoiles produisaient plus de lumière par unité de masse. Peut-être que certaines galaxies formaient des étoiles avec une efficacité plus grande. Peut-être que les premiers environnements denses permettaient une croissance très rapide. Peut-être que des trous noirs actifs ajoutaient de la luminosité. Peut-être que certaines masses stellaires ont été surestimées. Peut-être que les modèles doivent mieux intégrer des populations rares, extrêmes, mais possibles. Quand une observation surprend, la première chose à faire n'est pas de jeter tout l'édifice, c'est de vérifier les mesures, de confirmer les distances, de séparer les contributions de lumière, de comparer les modèles, de demander quelle hypothèse demande le moins de changements tout en expliquant le mieux les données. Cette prudence peut sembler moins excitante, mais elle est essentielle, car l'univers est assez étrange sans que nous ayons besoin de lui ajouter de fausses catastrophes. La vraie étrangeté est déjà là. Elle est dans le fait que des galaxies existaient si tôt, dans le fait que certaines étaient si brillantes, dans le fait que des éléments lourds apparaissent dans un temps si court, dans le fait que des trous noirs pourraient avoir grandi rapidement, dans le fait que le brouillard cosmique se déchirait peut-être par endroits plus tôt que prévu. Ce n'est pas une petite chose. Dire que James Webb n'a pas cassé l'univers ne signifie pas que ses découvertes sont ordinaires. Au contraire, il n'a peut-être pas brisé l'horloge cosmique, mais il a ouvert le boîtier, et à l'intérieur,
Les engrenages semblent plus fins, plus rapides, plus nombreux que prévu. Ce que les modèles doivent peut-être changer. Alors, que faut-il modifier? Pas forcément l'âge de l'univers, peut-être notre compréhension de la manière dont les premières galaxies se construisent. Dans les simulations, former une galaxie demande de suivre beaucoup de choses à la fois. La gravité, le gaz, la matière noire, le refroidissement, la formation des étoiles, les explosions de supernovae, la poussière, les champs de rayonnement, les trous noirs, les vents galactiques, tout cela interagit, et certaines échelles sont très difficiles à modéliser. Une galaxie mesure des milliers d'années-lumière, mais la naissance d'une étoile dépend de processus beaucoup plus petits. On ne peut pas toujours simuler chaque détail directement. On utilise donc des approximations, des recettes physiques, des paramètres. Ces paramètres ne sont pas arbitraires, ils sont basés sur ce que l'on sait. Mais lorsque l'on va vers l'univers très jeune, on entre dans un territoire où les conditions pouvaient être différentes. Le gaz était moins enrichi en éléments lourds. Les premières étoiles pouvaient être différentes. Les halos de matière noire pouvaient être plus compacts. Les taux d'accrétion pouvaient être élevés. Les environnements extrêmes pouvaient favoriser des épisodes brefs mais très lumineux. Une petite différence dans l'efficacité de formation des étoiles peut produire une grande différence dans la lumière observée. Une population d'étoiles plus massives peut changer le rapport entre luminosité et masse. Un trou noir actif peut fausser l'interprétation. Une quantité de poussière différente peut modifier la couleur, et une sélection observationnelle peut faire ressortir les objets les plus lumineux au détriment des plus ordinaires. Ce que James Webb demande au modèle, recommencer toute la cosmologie, mais plutôt expliquer mieux la jeunesse, expliquer comment les premières régions denses ont pu s'allumer, expliquer comment certaines galaxies ont pu grandir très vite, expliquer comment les premiers trous noirs ont pu participer, expliquer comment la lumière a traversé un univers encore plein d'hydrogène neutre. Expliquer comment la chimie a progressé au cours des premières centaines de millions d'années. C'est un défi immense, mais c'est un défi fertile, parce qu'il ne détruit pas les modèles, il les oblige à s'affiner, il oblige les théories à devenir plus précises. Il transforme une image simplifiée de l'aube cosmique en paysage plus complexe. Avant James Webb, nous savions que l'aube existait. Maintenant, nous commençons à voir les premières nuances de sa lumière, et ces nuances ne sont pas toutes celles que nous attendions. Pourquoi cette question nous fascine? Il y a quelque chose de profondément humain dans cette histoire. Nous voulons connaître l'âge de l'univers, pas seulement comme un nombre, mais comme une manière de savoir où nous sommes dans le temps. 13,8 milliards d'années. Ce nombre est si grand qu'il devient presque abstrait. Pourtant, il nous rassure d'une certaine manière. El Manu Acidola Farquilla. Il donne une chronologie. D'abord le Big Bang, puis les premières particules, les premiers atomes, les premières étoiles, les premières galaxies, les éléments plus lourds, les planètes, la Terre, la vie, nous, une chaîne, un ordre, une histoire. Alors, quand un télescope semble trouver un objet qui arrive trop tôt dans cette histoire, quelque chose en nous se réveille, comme si une page d'un vieux livre contenait soudain un mot venu d'un chapitre futur. Nous voulons savoir si le livre est mal daté, ou si nous avions mal compris la vitesse de l'écriture. La deuxième possibilité est souvent la plus intéressante. Peut-être que l'univers n'est pas plus vieux, peut-être qu'il a été plus rapide, peut-être que ces premières pages, que nous imaginions lentes et pauvres, étaient déjà pleines de mouvements, de naissances, d'effondrements, de lumière brève et puissante. Peut-être que le cosmos a eu une enfance plus turbulente que prévu. Cette idée est douce et vertigineuse à la fois. Elle nous rappelle que les débuts ne sont pas toujours simples, même dans la nature. Même à l'échelle la plus vaste,
un commencement peut contenir déjà beaucoup de complexité. Un jeune univers peut avoir des régions très actives. Une galaxie peut naître vite, briller fort, disparaître presque dans les limites de notre compréhension. Et notre rôle n'est pas de forcer l'univers à ressembler à nos attentes. Notre rôle est d'écouter ce qu'il montre, même quand ce qu'il montre est plus étrange. La patience d'épreuve, une chose importante dans cette histoire, est la patience. James Webb ne donne pas une réponse finale à chaque observation. Il ouvre des chemins, il trouve des candidats, il mesure des spectres, il révèle des signatures, il montre des formes, puis d'autres instruments complètes. ALMA peut observer certaines émissions liées au gaz froid ou aux éléments comme l'oxygène. Des télescopes au sol apportent d'autres mesures. Les simulations sont relancées, les modèles sont ajustés, les équipes comparent leurs résultats. Ce travail prend du temps, et c'est exactement ce qui le rend fiable. Dans une époque où les titres vont vite, la cosmologie avance souvent lentement. Une galaxie annoncée comme impossible devient parfois une galaxie très intéressante, mais explicable. Une tension apparente devient une contrainte nouvelle sur la formation des étoiles. Un objet trop brillant devient un indice de trou noir actif. Une signature chimique devient une fenêtre sur les premières générations d'étoiles. Il y a quelque chose de beau dans cette lenteur. Elle ressemble à la lumière que nous observons. Elle aussi a pris son temps. Elle n'est pas arrivée en criant. Elle est arrivée après un voyage immense. Et nous devons lui répondre avec la même patience. Regarder, vérifier, comparer, recommencer. Ne pas transformer chaque surprise en effondrement, mais ne pas non plus minimiser ce qui dérange. La bonne science tient ces deux gestes ensemble. Elle reste prudente et elle reste ouverte. Ce que James Webb nous apprend vraiment alors. Que nous apprend James Webb? Il nous apprend que l'univers jeune n'était pas une simple attente. Il n'était pas une scène vide avant l'arrivée des vraies galaxies. Très tôt, des structures existaient déjà. Des étoiles brûlaient déjà. Des galaxies rassemblaient du gaz. Des trous noirs, peut-être, grandissaient dans l'ombre. Des éléments lourds commençaient à apparaître. Des bulles de lumière se formaient dans le brouillard d'hydrogène. Il nous apprend aussi que nos premières estimations peuvent être trompées. Une tache rouge et faible peut cacher beaucoup d'histoires différentes. Une galaxie très brillante peut être massive, ou très jeune, ou active, ou poussiéreuse, ou tout cela à la fois. Il nous apprend que les catégories simples se brouillent quand on approche du commencement. Et surtout, il nous apprend que l'ignorance n'est pas un vide. L'ignorance peut être un territoire que l'on commence à cartographier. Avant James Webb, certaines régions de l'aube cosmique étaient presque entièrement dans le noir. Maintenant, nous voyons des points, des lignes, des indices, des surprises. La carte n'est pas complète, mais elle existe davantage. Et chaque point nouveau nous oblige à redessiner un peu les chemins. Peut-être que dans quelques années, certaines tensions auront disparu. Peut-être que les modèles auront intégré ces galaxies précoces. Peut-être que nous comprendrons mieux pourquoi certaines étaient si brillantes. Peut-être que d'autres surprises, plus profondes encore, apparaîtront. La science ne promet pas que le mystère disparaîtra. Elle promet seulement que le mystère changera de forme. Ce soir, la question n'est donc pas seulement « l'âge de l'univers est-il faux ?» La question devient « qu'est-ce que l'univers a réussi à faire au cours de ces premières centaines de millions d'années que nous n'avions pas encore imaginées ?» Une lumière à laisser derrière soi. Revenons à cette lumière du début. Elle a quitté une galaxie quand le cosmos était jeune. Elle a traversé des milliards d'années. Elle a été étirée par l'espace, affaiblie par la distance, déplacée vers l'infrarouge. Puis elle a touché le miroir de James Webb. Et à partir de cette lumière presque imperceptible, nous avons commencé à poser des questions immenses. Combien de temps faut-il pour fabriquer une galaxie? Combien de temps faut-il pour allumer les premières étoiles?
Combien de temps faut-il pour créer de l'oxygène? Combien de temps faut-il pour que la matière devienne assez complexe pour raconter sa propre histoire? Nous ne connaissons pas encore toutes les réponses, mais peut-être que ce n'est pas grave. Le ciel n'est pas seulement un endroit où chercher des certitudes. Il est aussi un endroit où apprendre que les commencements peuvent être plus riches que leurs apparences. Quand nous imaginons le jeune univers, nous avons souvent tendance à le voir comme une pièce vide, une pièce sombre, un espace encore pauvre, un décor qui attendrait que les vraies structures arrivent plus tard. Mais James Webb nous oblige à nuancer cette image. Peut-être que cette pièce n'était pas vide. Peut-être qu'elle était déjà traversée par des courants de gaz, par des effondrements rapides, par des étoiles très massives, par des régions où la matière travaillait plus vite que dans nos scénarios les plus simples. Et peut-être que, dans certains endroits très rares, la gravité a trouvé très tôt le moyen de rassembler assez de gaz pour allumer une lumière puissante. Cela ne veut pas dire que tout l'univers était déjà mûr. Cela ne veut pas dire que les premières galaxies ressemblaient aux grandes galaxies spirales que nous connaissons aujourd'hui. Cela veut dire quelque chose de plus subtil. Dans une immense obscurité encore jeune, quelques points ont pu briller avec une intensité inattendue. Quelques régions ont pu avancer plus vite. Quelques noyaux ont pu devenir plus denses. Quelques étoiles ont pu vivre très brièvement, puis enrichir le gaz autour d'elles. Et ces exceptions, parce qu'elles étaient lumineuses, sont précisément celles que James Webb peut attraper. Nous ne regardons donc pas seulement la moyenne du jeune cosmos, nous regardons aussi ces accidents heureux, ces cas extrêmes, ces premières réussites, comme si, dans une ville encore en construction, on apercevait déjà une fenêtre éclairée au sommet d'un bâtiment inachevé. Ce n'est pas toute la ville, mais cela suffit pour changer notre idée de la nuit. C'est peut-être cela, la leçon la plus calme de ces galaxies. Elles ne disent pas que l'horloge cosmique est cassée. Elles disent que même quand l'horloge est juste, certains événements peuvent arriver plus vite que notre imagination. Et cette différence est importante. Une horloge fausse détruirait la chronologie. Une histoire plus rapide l'enrichit. Elle nous force à ajouter des nuances, des exceptions, des chemins inattendus. Elle nous rappelle que l'univers n'a jamais eu l'obligation d'être simple. Même au début, même quand il était presque entièrement fait d'hydrogène, d'hélium, de gravité et de silence. Il contenait déjà la possibilité des étoiles, puis la possibilité des galaxies, puis la possibilité de la poussière, puis, beaucoup plus tard, la possibilité des mondes, et bien plus tard encore, la possibilité d'un regard capable de se retourner vers cette première lumière. Ce regard, c'est le nôtre. Il arrive très tard dans l'histoire. Il arrive après des milliards d'années de formation d'étoiles, de galaxies, de planètes et de chimie. Et pourtant, grâce à un miroir placé dans l'espace, il peut recevoir un fragment de cette époque presque inaccessible. Il peut transformer un point rouge en question. Il peut transformer une question en modèle, puis transformer un modèle en une nouvelle manière de raconter le commencement. Ce mouvement est lent, mais il est peut-être plus fidèle à l'univers que les réponses trop rapides. C'est aussi un endroit où apprendre à vivre avec des échelles trop grandes pour nous. Un endroit où comprendre que nos modèles sont précieux, mais jamais définitifs. Un endroit où une petite lumière rouge, presque perdue dans le fond du ciel, peut nous obliger à reconsidérer l'enfance de tout ce qui existe. Ce que James Webb peut être découvert, ce n'est pas que l'univers a menti sur son âge, c'est que sa jeunesse était plus dense que notre imagination, plus rapide, plus active, plus étrange, comme si le cosmos, très tôt, avait déjà commencé à murmurer des choses que nous ne savons entendre que maintenant. Alors, ce soir, si vous fermez les yeux, vous pouvez garder cette image. Non pas une explosion, non pas une fin du monde, seulement un chant très sombre, un miroir doré dans le silence.
et, au loin, une galaxie minuscule dont la lumière a voyagé plus longtemps que tout ce que nous pouvons vraiment ressentir. Elle ne dit pas que tout est faux. Elle dit simplement « Regardez encore ». L'histoire avait commencé plus tôt que nous ne savions encore la lire. Et dans cette phrase, il y a peu, être toute la beauté de la science. Non pas posséder l'univers, mais apprendre, lentement, à mieux écouter son passé.